Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Dans les souliers d'un investisseur en AssurTech, Guillaume Sarkozy, Business Angel. En 2006, ça m'a amené à prendre la direction générale d'un groupe d'assurance, d'un groupe paritaire d'assurance qui s'appelait Médéric. J'ai créé le groupe Malakoff Médéric en 2008. Voilà. Et maintenant, depuis 5 ans, j'ai complètement changé de voie puisque j'étais à un moment donné non exécutif au sein du groupe en m'occupant des fondations, ce qui m'a laissé le temps d'investir dans les startups et de découvrir le bonheur qui est d'investir et d'aider les jeunes entreprises à démarrer et à réussir pour certaines d'entre elles, bien sûr. Après une carrière dans le textile et au MEDEF, Guillaume s'est rapproché de l'assurance en prenant la direction générale de Malakoff et a opéré la fusion avec Médéric pour en faire le groupe paritaire de protection sociale bien connu de tous, Malakoff Médéric. Cet entretien nous amène à comprendre comment ce dernier a découvert l'écosystème start-up et nous livre l'anecdote de sa rencontre avec Jean-Charles Samuelian, l'actuel CEO d'Alan. Ce business angel, également advisor et board member de nombreuses sociétés, s'intéresse à plusieurs verticales et donc forcément à l'AssurTech. Nous découvrons donc comment il sélectionne ses investissements, les tendances qui l'intéressent et analysons certaines sociétés de son portefeuille comme Alan, Assurly ou Smart Garant. C'est un entretien qui nous permet de prendre de la hauteur sur les transformations en cours dans le secteur de l'assurance et les formidables changements qui vont s'opérer dans les années à venir. Nous abordons les décalages structurels entre ces deux mondes, celui de l'assurance traditionnelle et de l'AssurTech, et faisons forcément un parallèle avec la FinTech et les banques. Enfin, en toute logique, nous faisons un tour par le Web3. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour Solène. Merci beaucoup de nous accorder du temps aujourd'hui, d'avoir accepté cette invitation à venir parler sur ce podcast. Et j'aimerais adresser un petit mot à Raja Mekwar, qui est notre amie commune, pour cette introduction. Est-ce que je pourrais, s'il te plaît, te demander de te présenter brièvement à nos auditeurs ? Oui, avec plaisir. Moi, je suis ingénieur en bâtiment, mais je n'ai jamais construit, malheureusement. J'ai passé, pour résumer, 3 ans chez les pompiers de Paris, 3 ans chez IBM, à apprendre ce que c'était d'être commercial. Et puis, j'ai passé 27 ans dans mes entreprises textiles. J'étais patron d'un groupe de 150 personnes, textiles haut de gamme, dans le nord de la France. Pendant ce temps-là, j'ai fait beaucoup de syndicalisme. J'étais vice-président du MEDEF, président du textile français, et beaucoup de négociations avec les syndicats, en m'occupant protection sociale, négociations sur les retraites, sur le régime de sécurité sociale. Ce qui m'a amené, quand le textile est devenu plus compliqué, en 2006, ça m'a amené à prendre la direction générale d'un groupe d'assurance, d'un groupe paritaire d'assurance qui s'appelait Médéric. J'ai créé le groupe Malakoff Médéric en 2008. Et maintenant, depuis 5 ans, j'ai complètement changé de voie puisque j'étais à un moment donné non exécutif au sein du groupe en m'occupant des fondations, ce qui m'a laissé le temps d'investir dans les startups et de découvrir le bonheur qui est d'investir et d'aider des jeunes entreprises à démarrer et à réussir pour certaines d'entre elles, bien sûr. Super. On voit ton visage qui s'éclaire quand tu en parles. Alors, c'est justement pour ça qu'on est content de t'entendre aujourd'hui. La raison pour laquelle je t'ai fait signe, c'est pour toute cette expertise que tu as dans ces métiers de la santé, de la prévoyance, pour avoir en fait cette vision de l'assurance, je dirais traditionnelle, telle qu'on l'a connue pendant des décennies, et puis cette folie de l'AssurTech qu'on voit arriver depuis quelques années maintenant, et qu'on ait ton éclairage, qu'on comprenne mieux ce qui est en train de se passer, quelles sont les tendances, etc. Alors parce que c'est un sujet que j'ai traité sur ce podcast à plusieurs reprises, mais j'aimerais avoir ton point de vue. Pourquoi la santé et la prévoyance est moins impactée, moins attaquée que l'assurance IARD dans l'AssurTech en Europe? Alors, je connais surtout le marché français pour ramener juste au bon niveau de mes compétences. Mais je crois que c'est ancien. Enfin, c'est ancien. Cette question n'est plus tout à fait juste. La santé et la prévoyance sont attaquées. J'en veux pour preuve Alan, la licorne Alan, dans laquelle j'ai été administrateur depuis le premier jour, et pendant 5 ans, qui est une formidable réussite. C'est devenu le meilleur assureur en termes de services
et je pense en termes de produits, et c'est pas fini. Oui, tout à fait. Ils vont lancer une nouvelle étape. Et d'autres projets arrivent. Alors, c'est peut-être un peu plus lent, parce que la santé en France, les assureurs santé ont fort peu de marge de manœuvre. L'État et la sécurité sociale bloquent tout. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est plus lent, mais ça va venir. Oui. Et sur la prévoyance, les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont, les mécaniques de fonctionnement de la prévoyance est basée sur des taux d'intérêt supérieurs à 2%. Et quand ce n'est pas le cas, c'est plus difficile de vivre avec ce type de produit. Mais ça va venir, je n'ai pas d'inquiétude. Parfait. Alors, il y a un statut qu'on a abordé à plusieurs reprises au cours de mes épisodes, notamment avec l'UCO, ce statut de MGA, qui est un statut qui, petit à petit, est moins utilisé par les compagnies enfin les assurtechs. Ces assurtechs sont en train d'elles-mêmes prendre des licences de compagnies d'assurance, alors que ce soit Alan qui a fait elle-même la demande pour devenir une compagnie d'assurance, ou via des rachats comme Luco, qui a racheté Koya, qui est une assurtech en Allemagne. Pourquoi est-ce que il est intéressant pour ces assurtechs de passer du statut de MGA à full stack ? Alors la question est bien sûr débattue. Est-ce qu'il faut que je sois courtier ou est-ce qu'il faut que je sois assureur de plein exercice ? Il y a plusieurs raisons pour ceux qui veulent être assureurs de plein exercice. C'est d'abord la rapidité de conception d'un produit et l'indépendance par rapport à la conception du produit. Si le courtier veut faire un produit, et que le courtier non assureur veut faire un produit, il est obligé de négocier avec les compagnies d'assurance la création de ce produit. Et ça prend grosso modo 18 mois. Ce qui n'est pas du tout les durées nécessaires et indispensables lorsqu'on est dans une start-up. Tout à fait. Évidemment, d'autres commencent par être courtiers et deviennent compagnies d'assurance parce que les capitaux à lever pour répondre aux exigences de la CPR bien sûr, n'ont absolument rien à voir. Il y a une question de marge, de cumul des marges ou pas, qui se pose. Et enfin, il y a aussi une question d'accès à la donnée et à la centralisation de la donnée. Voilà, c'est toutes les raisons. Moi, je soutiens ceux qui disent il faut qu'on soit assureur. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Le dossier, pour répondre aux exigences de la CPR, prend 8 mois, grosso modo. C'est 1800 pages. C'est vraiment extrêmement technique. Il faut lever des fonds, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça donne accès vraiment à un niveau de fonctionnement complètement différent. Donc, Luco l'a fait en passant par le courtier et en achetant une compagnie d'assurance. Assurli, dans lequel je suis, qui fait de l'assurance emprunteur, et courtier, en attendant de réussir sa levée de fonds. Alan a eu le talent d'être le premier autorisé par la CPR, le premier indépendant depuis 30 ans à être autorisé par la CPR. C'est magique ce qu'ils ont fait. Vraiment magique. Et est-ce que tu as constaté dans toutes les sociétés que tu as vues, le fait de passer full stack assureur, est-ce que ça va alourdir, est-ce que ça va empêcher l'agilité qu'on reconnaît dans toutes ces startups ? C'est beaucoup plus compliqué en termes de fonctionnement. La réglementation n'a rien à voir. L'assureur est soumis vraiment à la réglementation de la CPR, enfin de la Banque de France. Il y a des contraintes réglementaires extrêmement fortes en termes de capitaux, en termes de risques, de reporting. Le courtier n'y est pas, pour l'instant en tout cas, n'y est pas obligé. Mais voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Il faut avoir ce courage-là. Alors, un point intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs dans l'assurtech qui s'attaquent à la distribution. Et en réalité, dans les métiers de l'assurance, et tu le sais, tu l'as vécu lorsque tu étais patron, il y a vachement à faire au niveau technologique pour adresser des besoins de gestion du sinistre, de remboursement, de pricing. Pourquoi est-ce que ces assurtechs ne s'adressent pas et se mettent pas à offrir du service B2B pour tous ces acteurs de l'assurance ? Alors certains commencent à le faire. Alan, d'après ce que j'ai vu, je ne suis plus administrateur d'Alan, mais Alan a offert ses services à une mutuelle et fait ce back-office. Mais ce n'est pas le plus général. Parce que l'histoire des compagnies d'assurance est à peu près la suivante. Ce sont des marques extrêmement belles, qui ont des fonds propres extrêmement importants en général, et qui résultent de fusions, innombrables fusions, avec des compagnies plus petites. Ils sont devenus aujourd'hui des grandes compagnies. Mais le problème, c'est qu'ils ont une technologie
dans le core system, dans le legacy system, ils ont une technologie qui est très ancienne. Ouais. Souvent, c'est du COBOL, avec des ingénieurs, des centaines d'ingénieurs qui sont dans les DSI et qui ont 45 ou 50 ans, grosso modo. Ouais. C'est jeune, 45 ou 50 ans. Mais aujourd'hui, ils ne maîtrisent pas souvent les technologies qui ont 3 ou 4 ans et qui aujourd'hui dont se servent les startups avec des devs, comme tu le dis, full stack, qui permettent de mettre en œuvre des architectures et des environnements complètement différents, beaucoup moins coûteux. Ouais. Et la communication entre ces deux systèmes est encore très complexe, quels que soient les API. Ouais. Voilà pourquoi il y a relativement peu de coopération entre ces deux mondes qui sont complètement différents, qui ont du mal à se comprendre. Oui, comme dans la banque. On voit vraiment. C'est pareil. Ouais. Mais parce que les patrons, c'est des entreprises qui sont grandes, donc il y a beaucoup de salariés, il y a beaucoup d'étages hiérarchiques, 7, 8, 9 quelquefois. Il y a énormément de silos verticalité. Donc la décision doit remonter extrêmement haut pour être prise, quand elle est prise. Et si elle remonte. Et si elle remonte, oui, bien sûr. Et les patrons ne sont pas des perdreaux de l'année, généralement. Ils n'ont pas 25 ans, donc ils ne sont pas au fait encore de tous ces avantages technologiques. Et donc il y a encore un décalage très important qui a certainement tendance à se réduire, mais enfin qui existe encore, à mon avis. Ouais. Et les challenges majeurs que tu vois pour ces métiers, que ce soit les gros assureurs, les courtiers en place, etc., dans les 10 prochaines années, est-ce que c'est plutôt des challenges technologiques, des challenges de recrutement, si tu devais en citer quelques-uns? Bien sûr, recrutement, tous mes DRH, parce que je préside aussi un think tank de DRH, tous mes DRH me disent, de grosses boîtes, qu'ils ont du mal à recruter. Et que les jeunes veulent aller travailler autrement que leurs parents. Il y a évidemment un challenge de techno, et dans les technos, c'est le web 3.0 qui arrive, c'est le blockchain, c'est les monnaies virtuelles. Et les startups y vont à grands pas. Moi-même, je m'y suis converti il n'y a pas très longtemps. C'est formidable. C'est formidable. Mais il y a 5 ans, j'ai présenté un Arménien spécialiste de la crypto en blockchain. Je l'ai présenté à des très grosses sociétés de technologie françaises. Et les gens nous ont reçus en nous disant, il y a 5 ans, en nous disant, oui, c'est très bien, c'est très intéressant, mais on ne sait pas à quoi ça va servir la blockchain. Pour montrer la vitesse à laquelle ça va. Aujourd'hui, tout le monde va dans la blockchain. Toutes les startups vont dans la blockchain et même les grosses boîtes commencent à y aller. Tout le monde. Et moi, ça fait 6 mois simplement, je reconnais mes erreurs. Non, c'est pas une erreur, c'est très nouveau. Ou mes lenteurs. Ça fait 6 mois simplement que j'ai envie d'investir dans la crypto-monnaie, non pas pour faire de la spéculation, ça c'est un côté marginal, mais pour les nouveaux services que l'on commence à peine à voir pointer du doigt, mais qui vont certainement arriver. C'est un peu comme le mail. Pour travailler avec la blockchain, il faut un wallet. Pour travailler sur Internet, il fallait une adresse mail. C'est la même chose qui arrive. C'est beau, ça. Je ne sais pas si c'est beau, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et j'ai aucune envie de passer à côté de cette modernité ou de ces nouveaux usages. Aucune envie. Alors... Moi, comme tu sais, j'ai travaillé un certain temps dans la banque et c'est vrai que la FinTech est arrivée il y a un petit peu plus longtemps que la SurTech et a commencé à bouger les lignes. Est-ce que toi, tu penses que les assureurs aujourd'hui se sentent à risque vis-à-vis de ces nouveaux acteurs et est-ce que certains ont conscience que ça peut vraiment remplacer des pans d'activité ou est-ce que tu penses qu'il y a encore une certaine forme de, j'irais presque de naïveté sur ce sujet-là? Naïveté ou yeux fermés. Déni. Ou déni, oui. Parce que j'ai encore vu plusieurs assureurs qui m'ont dit... Aujourd'hui, là récemment. Récemment, oui. Ouais. Le digital, évidemment, je ne vais pas dire leur nom, mais on va éviter. Le digital, est-ce que c'est vraiment intéressant? Pourquoi Alan a une telle valorisation? On ne comprend pas, c'est du fake. Ça veut dire oui, mais c'est du fake. Ça existe malheureusement. Oui. Et alors ils ont pour eux d'avoir ils ont 2 avantages absolument considérables. Ils ont des marques qui sont absolument superbes, qui valent très cher et qui permettent de vendre parce que l'assurance c'est de la confiance. Et ils ont les capitaux propres très importants. 2 avantages que n'ont pas les startups. Mais ils ont tort de ne pas considérer qu'ils sont à risque
Alors, on verra qui va gagner le match. C'est pas encore joué. Mais Alan développe maintenant un chiffre d'affaires extrêmement respectable, qui ne met pas en danger les grands du secteur encore. Mais pour moi, ça va venir. Ouais. Alors justement, comme on te sait Business Angel, alors on va se focaliser, parce que tu investis dans différentes verticales, on va se focaliser sur la SurTech aujourd'hui, parce que tu investis aussi en health tech, en RH tech, c'est ça? Et HR tech. HR tech et FinTech aussi. Si on se focalise sur la SurTech, quelles sont les tendances que tu vois émerger pour les années à venir dans les grandes familles d'AssurTech? Je vais répondre, je ne sais pas. Ça fusionne de partout. Ça bouillonne de partout. Ouais. Pour tout te dire, j'ai investi chez Luco, un courtier, tu le sais, chez Alan, assurance santé, chez Assurly, assurance emprunteur. Je suis chez Smart Garant, qui fait de la caution de loyer, nouvelle manière, avec de l'open access sur les comptes. Je suis dans d'autres projets qui sont pour l'instant plus confidentiels, mais sur de nouveaux usages. Ici, je suis dans l'assurance de biens de location. Oui. Demain, on va vivre avec des objets qui ne nous appartiennent plus, qu'on va louer. Donc, il y a une question d'assurance pour 2 jours, 2 mois ou 2 ans, ce qui est très difficilement possible avec les polices actuelles. Donc, il y a tout un tas d'initiatives, et moi je ne sais pas les prédire, ces initiatives. C'est surtout ces jeunes qui parfois ne connaissent pas l'assurance, qui vont se trouver par hasard quelquefois un créneau, et ils vont avoir l'idée de développer ce créneau et en faire un vrai business. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Moi j'en sais rien. Moi je regarde la cohérence du projet, je regarde la qualité des équipes, enfin la qualité du regard qu'ont les équipes. Il faut au moins qu'ils soient 2 ou 3, c'est idéal. Et c'est leur regard qui m'intéresse. C'est ça mes due deal. Oui. Une fois que j'ai vu le regard, après ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire des due deals sur un business plan à 5 ans sur un métier qui n'existe pas? Enfin, je veux dire, il faut que ce soit crédible, évidemment, que ce soit cohérent. Je regarde ça et après je décide d'investir modestement et je répartis mon risque puisque j'ai une vingtaine d'investissements. Et aussi je travaille avec eux, comme non exécutif toujours, de manière à les aider à développer leur entreprise. Ça me permet d'être au plus près des sujets. D'accord. Mais prévoir l'avenir, là je ne sais pas faire. C'est eux qui vont le faire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des sujets auxquels tu penses en disant, tiens, sur ce pain point que, en tout cas, moi, j'ai vu ou que j'ai perçu quand j'étais exécutif, est-ce que sur certains sujets phares, tu penses qu'il y a encore vraiment une niche à creuser? Mais il y a toujours une niche à creuser, toujours. Alors, c'est l'UX qui a été le premier, bien sûr. Mais après, il y a le traitement de tous ces dossiers, la gestion qui est en train d'être faite. Et puis, il y a toutes les crypto-monnaies. Quels sont On me demanderait aujourd'hui de décrire les services que les crypto-monnaies vont donner. Je ne sais pas le faire aujourd'hui. Ouais. Mais on sent que tu vas investiguer dans les prochains mois. Mais ça arrive. Là, je suis sur un dossier que je trouve exceptionnel. Il s'appelle Verso. On n'a pas encore signé, mais je suis très intéressé. C'est une place de marché. On achète ses billets de train, on achète de la mode sur cette place de marché, sur des grandes marques. Et on reçoit des discounts, des réductions en crypto. Et on peut jouer avec la crypto. Et après, on peut la transférer en euros, on peut investir en euros. Oui. Je suis sur une autre... alors, ce n'est pas de l'InsurTech, c'est de la FinTech. Une autre qui permet de prédire à 10 heures, dans les 10 heures qui viennent, l'évolution statistique d'un cours. Alors, ce n'est pas de la certitude, c'est des statistiques. Oui. Mais voilà, c'est une autre manière d'investir. Enfin, je suis sur un dossier dans lequel, quand on veut faire du private banking aujourd'hui, il faut avoir plus d'1 million d'euros. Oui. Tout le monde n'a pas 1 million d'euros. Grâce au robot, on va pouvoir être conseillé par un robot si on a 100 000 euros simplement à investir. Enfin, tout ça, c'est des usages c'est sans fin, en fait. C'est sans fin. Tout à fait. Il n'y a pas de limite. Alors, quand on te voit parler de ces sujets-là, on sent vraiment que c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement. Comment, si on parle maintenant plus de ton quotidien, comment est-ce que tu t'es rapproché de cet écosystème AssurTech? Justement, tu parlais d'Alan à plusieurs reprises. Comment est-ce que tu as été amené à rencontrer Jean-Charles Samuelian et pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à cette boîte?
Alan a été mon premier sujet. À l'époque, j'étais directeur général encore de Malakoff Médéric. Il a réussi à passer le barrage de secrétariat et à venir me voir en reconstituant mon mail. Donc un dimanche, je lis son mail. Le mail était intelligent. Il vient me voir et il me dit, grosso modo, je schématise un petit peu, les vieux, c'est terminé. L'avenir, c'est les jeunes. Mais ce qui est encore mieux, c'est les jeunes avec un peu de vieux. Moi, je vais révolutionner l'assurance santé. Mes parents sont médecins, ça marche pas, le financement marche pas. Et il le dit avec beaucoup d'intelligence, une infinité d'intelligence. Et il avait, lui et son associé Charles, ils avaient tous les deux un track record extrêmement séduisant et successful. Je vais pas revenir dessus, mais vraiment séduisant. Donc j'ai dit, ok, j'y vais. Et c'était le début de l'aventure. C'était il y a 5 ans. Donc quand tu as dit j'y vais, c'est toi en tant qu'investisseur? Oui, en tant que j'ai investi quelques-unes de mes économies. Je suis devenu administrateur. On a travaillé ensemble pendant 5 ans. Je suis resté pendant 5 ans administrateur. J'ai démissionné l'été dernier pour laisser la place à une jeune femme. Plutôt qu'un vieux monsieur, c'est très bien. C'est très bien. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et je dois dire que je ne sais pas trouver les startups. C'est elle qui me trouve. Ouais. J'ai cette chance extraordinaire parce que le succès vaut le succès, comme Alan a marché. J'ai un autre dossier qui s'appelle NeoBrain dans le HR et l'intelligence artificielle qui a très bien marché aussi. Donc, ils se parlent entre eux, ils viennent. Et voilà. Magique. Et moi, ça me plaît et j'investis. Qu'est-ce qui t'a le plus plu quand tu as commencé à découvrir ces écosystèmes? Parce que j'imagine que tu étais certainement, à toi de me dire, mais surpris quand tu as eu ces premiers échanges. Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui t'a surpris par rapport à ce que tu connaissais de tout ton environnement de l'assurance, l'industrie? Moi, de ce que je me suis dit, la technologie est très importante, mais c'est moins de 50% de succès. Je ne sais pas si le pourcentage a un intérêt, mais je dirais, c'est pour symboliser, c'est 40% de succès. 60% de succès, c'est l'organisation, le mode de fonctionnement, la taille évidemment toute petite qui permet de décider très vite, puisque dans ces grandes organisations, toute décision, on l'a dit déjà, quand elle est prise, quand on arrive à la prendre, elle est extrêmement lente. C'est ça qui fait le succès. Après, le digital, l'intérêt du digital, c'est à la fois de permettre une transversalité que l'informatique traditionnelle n'autorisait pas. Et donc, on voit les choses de manière différente. Et c'est permettre de faire sauter des intermédiaires. C'est un outil de désintermédiation. Ça veut dire de faire sauter des marges. Ça veut dire de réduire les prix. Et donc, c'est ça les deux ingrédients, réduction des prix et des coûts, et transversalité qui font, et organisation et technologie, qui font le succès, pour moi, d'une start-up. Et dans la qualité des équipes, ce qu'il faut dire, il ne faut jamais investir, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Il ne faut jamais investir quand les gens sont normaux. Oui. Il faut des gens qui sortent de l'ordinaire. Il y a tellement de dossiers, et les capacités financières que j'ai sont évidemment très limitées, et le temps que j'ai encore plus limité pour travailler avec eux. Donc, mon boulot, c'est vraiment de trouver, de reconnaître les gens, les porteurs de projets, qui sont bien meilleurs que les autres, et de réussir avec eux. J'aimerais, tu le sais, parce que Alan n'est pas encore passé sur mon podcast, donc j'en profite comme tu es là et que tu connais bien cette start-up. Enfin, c'est plus vraiment une start-up maintenant, c'est plutôt une scale-up, que tu nous en parles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, étant donné que tu as été au board pendant toutes ces années-là, comment le business model a évolué ces dernières années? De quoi est-ce qu'ils sont partis et où ils en sont maintenant? Alors, au début, c'est-à-dire en février 2016, ils ont levé 2 millions d'euros. Là, j'étais là au départ. Ils étaient 8. Et en 8 mois, ils ont écrit le dossier ACPR et ils ont écrit le début du logiciel permettant de gérer cette entreprise en sous-traitant une partie des opérations. Et ils sont devenus, en 3 ans à peu près, le meilleur assureur, de mon point de vue, en matière de technologie et d'informatique et de services. Puisque, pour faire simple, tu as un problème à régler, tu envoies un message, on ne parle pas avec Alan, on écrit. Tu envoies un message et dans les 3 minutes, tu as une réponse. Et dans les quelques heures, ton dossier est réglé. Ce qui n'est pas du tout le cas, malheureusement, quand c'est fait à la main et quand c'est des assureurs importants. Ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc, ils ont d'abord réussi ce challenge formidable d'être un assureur qui est meilleur que les autres, moi, je dirais. Donc, assurance santé. Assurance santé. Voilà. Ça, et ils ont réussi à adapter
adapter leurs produits aux besoins de branches de convention collective et de devenir un assureur vraiment significatif. Pas encore aussi important que les grands, mais tout à fait significatif. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape qu'ils sont en train de construire, mais moi je ne connais pas leur projet, je ne suis plus administrateur, et c'est un peu comme Amazon. Ils veulent révolutionner l'écosystème de l'organisation des soins en France, et pas seulement en France, mais en Europe, et peut-être même dans le monde. Et c'est là qu'il y a, en termes de prévention, en termes de conseils dans l'organisation des soins et dans l'accès aux soins, en termes éventuellement d'achat de certains soins, ils vont faire ça. Ils vont faire ce que ne font pas les assureurs. Oui. Et parce que en France, ou mal, enfin pas ouais, ou mal. moins bien, Oui. ou beaucoup moins bien, ou généralement pas, parce que les assureurs sont la plupart du temps restés dans le domaine de l'assurance, ont essayé de faire des services, mais pas un seul ne vend 1 euro de service dans le domaine de l'assurance santé. Donc moi, j'étais un des premiers à vouloir lancer ça, et je reconnais la difficulté extrême qu'il y a à le faire. Oui. Et je pense qu'Alan va réussir à le faire, mais pas forcément en France, peut-être dans des pays dans lesquels la santé est plus libéralisée qu'en France. Mais ils sont en train de construire des communautés entières en rendant des services qui ne sont rendus par personne d'autre. Et quels sont les risques principaux auxquels ils font face ? Est-ce que ça peut être l'État qui décide de rembourser d'une autre manière ? Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais est-ce que tu pourrais nous citer quand même quelques risques majeurs, et plutôt sur le marché de la France ? En France, le risque majeur, c'est l'État qui n'a rien compris au système dual que nous avons. Nous avons un système de solidarité nationale, c'est la Sécu, et un système de mutualisation, qui sont des assureurs, qui sont en concurrence. Et l'État essaye de tout mettre dans le côté de la solidarité. On a même été jusqu'à parler d'une Sécu unique, puis l'assureur, etc. Ça, c'est le risque. Je pense que ça ne se fera pas parce que ça augmenterait de manière trop importante les prélèvements obligatoires et c'est pas cachère de faire ça comme ça. Et donc mais je pense que la France a une difficulté à admettre ça et donc ils vont faire beaucoup d'expérimentations. Alan commence à travailler dans d'autres pays et je suis certain qu'ils vont faire leur réussite aussi en dehors de ces pays international. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils vont arriver à lutter contre les marques ? Encore une fois, c'est la confiance. Ou est-ce qu'ils vont arriver à créer une marque de confiance ? Moi, je pense que oui, mais il y a vraiment un challenge de ce point de vue-là. Ouais. Est-ce que les professionnels de santé vont accepter forcément de limiter, je ne vais pas dire de perdre, mais de limiter une partie de leur liberté de prescription de manière à rentrer dans un cadre plus structuré avec du financement d'un complémentaire ? Moi, je pense que c'est possible et c'est leur intérêt, oui. Mais ce n'est pas joué non plus. Donc il y a un certain nombre de difficultés. Ce sont ces difficultés de type organisationnel. Oui. Ce n'est pas des difficultés technologiques, bien sûr. Non, tout à fait. Je ne pensais pas à ça. On a un petit peu de temps encore. J'aurais aimé que tu nous parles d'Assur'Li, parce que tu l'as brièvement évoqué tout à l'heure. Ça me ferait plaisir qu'on en parle, si tu peux nous en parler pendant 5 minutes. Bien sûr. Là, je suis là aussi administrateur depuis le départ de cette aventure d'Assur'Li. C'est le marché de l'assurance emprunteur. C'est-à-dire, pour l'instant, je vais acheter un appartement. Évidemment, j'emprunte de l'argent à la banque, argent qui coûte pas cher aujourd'hui. L'assurance que la banque, à juste titre, exige au cas où je meurs, où je suis malade, je ne peux plus gagner ma vie, coûte maintenant, aujourd'hui, plus cher que le taux d'intérêt qu'on paye à la banque. Il faut donc y faire extrêmement attention. Oui. Il se trouve que les produits d'assurance emprunteur sont, j'allais dire, et je le dis, scandaleusement margés. Oui. Il y a des marges absolument considérables. Le marché est tenu par un assureur essentiellement bien connu en France, et les banques font des marges tout à fait considérables, expliquant à leurs clients, vous comprenez, vous nous empruntez de l'argent, c'est normal que vous soyez assurés par nous. Et aujourd'hui, il y a des assureurs indépendants, notamment Assur'Li, qui permet à partir de son portable, en quelques clics, de souscrire une assurance emprunteur. Alors que ça peut mettre, normalement, ça met 2 mois. Ouais. On estime avec notre portable, si tu mets dans ton portable quelques renseignements très facilement qu'on te demande, tu peux estimer l'argent que tu économiserais si tu transférais ton dossier chez Assur'Li. Ouais. Eh bien, l'argent, en général, quand il reste une dizaine d'années sur un appartement qui a coûté, mettons, 400 000 euros, les économies qu'on peut faire sont de l'ordre de 10 à 20 000 euros sur la durée. Oh non, c'est tout à fait considérable. Et ça, vaut le coup, là. Ça vaut le coup. On peut le faire facilement. Assur'Li, aujourd'hui, est homologué par 45 banques en France.
C'est-à-dire 45 banques dont le système de risque, dont la direction générale a accepté que l'assurance offerte par Assurely soit reconnue par cette banque. Ouais. Donc, il ne reste plus qu'à convaincre les clients et à expliquer au fondé de pouvoir de la banque, cher monsieur, vous avez bien compris, moi je change de mon contrat d'assurance pour faire des économies. Merci, ça ne change rien pour moi. Sinon. Et en plus, le transfert du contrat, c'est Assurely qui le fait. Et tu fais tout sur ton portable. Donc voilà, c'est devenu de l'assurance moderne. Et petit à petit, ça va évoluer vers autre chose que de l'assurance appartement, mais de l'assurance, bien sûr, emprunteur, de manière plus large. Top. Et est-ce que tu as d'autres sociétés que tu puisses nous citer dans ton portefeuille et que tu suis ou que tu accompagnes ou au bord desquelles tu es dans ces domaines? Smart Garant dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Un exemple simple. J'ai un de mes enfants, qui est une grande personne maintenant, qui est docteur en médecine. Son mari, ingénieur, rentre de 3 années à l'étranger. Ouais. Ils veulent louer un appartement à Paris. On leur demande une caution. Ils n'ont pas, bien sûr, les bulletins de paye français. Donc, on leur demande une caution familiale pour louer cet appartement. C'est un truc de dingue. Sympa quand tu as 40 ans. C'est sympa quand tu as 40 ans. Bien sûr. Mais bien sûr, on le fait. Mais bon, il y a une infinité de cas. Et par exemple, quand tu n'as pas un CDI, depuis plus de 6 mois, on te dit circuler, il n'y a rien à voir, on ne peut pas. Ouais. Ce n'est pas le sujet. Ce sont des règles extrêmement anciennes. Le sujet, par l'open banking, on peut se rendre compte que la personne en question, quel que soit son statut, intermittent, n'importe quel statut, il paye ses factures depuis 6 mois. Il n'est pas en découvert depuis 6 mois. Donc, on peut le garantir. Oui, bien sûr. Voilà. Et bien, c'est ce genre de produit nouveau qui arrive sur le marché et qui permet à un jeune, notamment un jeune, mais aussi de moins jeunes, la preuve, d'aller voir un propriétaire et de lui dire, écoutez, moi, je paye une prime qui est de l'ordre de 3% de mon loyer, donc c'est raisonnable. Tous les mois, je paye cette prime et vous êtes garanti si jamais je suis en défaut de paiement. Ben, ça facilite extrêmement la vie de cette personne. Je prenais tout à l'heure l'exemple de produits que l'on loue. Ben, c'est de la même manière. Le loueur peut très facilement, alors je ne parle pas dans les voitures c'est réglé, mais dans des machines, dans des vélos, le loueur peut très facilement s'assurer, ou le client s'assurer contre le risque de vol ou le risque de perte avec une application là aussi. Donc voilà tout un tas d'applications nouvelles qui n'existaient pas et qui court-circuitent en plus une bonne partie du système, puisque dans l'assurance, la moitié du business se fait par l'intermédiaire du courtage. Ouais. Guillaume, c'est quoi tes prochaines étapes ? C'est vraiment, je le disais tout à l'heure, je commence à flirter, si j'ose dire, à regarder. Je n'ai pas encore signé de contrat, mais l'Internet 3.0, je vais y aller là, dans les semaines qui viennent, et j'attends ça avec beaucoup d'intérêt, parce qu'en plus, alors d'abord un intérêt intellectuel, comprendre ce qui se passe, voir à quoi ça va servir. C'est gigantesque. C'est gigant, oui. Et essayer d'influer là-dessus. Et puis éventuellement, réussir. Et réussir, ça veut dire si je mets 20 000 euros quelque part, essayer d'espérer au bout de 3 ans ou 4 ans en sortir 20 ou 30 fois plus. C'est le jeu. C'est le jeu aujourd'hui de ces startups. Tout à fait. Mais on verra bien. Exactement. Alors, je termine toujours sur une recommandation de livre ou de podcast. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Alors moi, je suis un fanatique de l'astrophysique et de la physique des particules. Ouais. D'accord. Je lis beaucoup d'articles et de bouquins d'astrophysique. Et un astrophysicien célèbre qui s'appelle Trinh Xuan Tuan, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La Mélodie secrète. Okay. Et pourquoi c'est aussi intéressant, parce que c'est un très bon astrophysicien, mais il y a d'autres astrophysiciens vulgarisateurs, c'est que lui, en plus, il est croyant. Okay. Il est croyant, il est bouddhiste. Alors, croyant pour un bouddhiste, c'est pas exactement le bon mot. En tout cas, il adhère à la religion bouddhiste. Okay. Et il te parle de manière très pertinente de toutes les avancées scientifiques qu'il a compris en tant que scientifique, mais il termine par une réflexion plus philosophique à la fin de son bouquin, et je trouve ça très intéressant, parce qu'évidemment, métaphysique, astrophysique, on est à la frontière. Ouais. Alors, il y a eu ce bouquin que je trouve épouvantable, de Dieu existe. On a prouvé l'existence de Dieu. C'est une horreur qui est sortie là ces dernières semaines. Il faut surtout pas croire à des choses pareilles. C'est une absurdité totale à mes yeux.
Mais bon, et là, c'est une vraie réflexion sérieuse sur la psychologie. Je ne vais pas faire que des amis, mais il fallait que je le dise quand même. D'accord, on a compris le message. Merci Guillaume, merci beaucoup. Solène. À bientôt. Au revoir. J'ai complètement oublié de le préciser au cours de l'épisode. Je voulais remercier Florian Graillot d'Astoria Vici pour son aide précieuse en préparation de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!